Bonjour et bienvenue au Carrefour des idées avec à l'affiche aujourd'hui pour vous l'ouvrage qui a pour titre, je cite, « Veuvage féminin et sacrifice d'animaux dans le Fouta Djallon, tradition en changement ». Son auteur, Yacine Kervela Mansaré, nous fait l'immense plaisir puisque va nous tenir compagnie tout le long de ce numéro. Mesdames et messieurs, l'émission Parenthèse pour le compte d'aujourd'hui, c'est tout de suite. Voilà. Bonjour. Alors, Bonjour. je lis parce que... Bonjour Yacine Kervela Mansaré. Mansaré, c'est exact. On dit souvent Carvala, donc voilà, je ne sais pas pourquoi, le oui. A revient souvent. D'accord. Non, mais c'est parce que c'est un prénom qui est très présent. Ouais. Alors, votre ouvrage, Veuvage féminin et sacrifice d'animaux dans le Fouta Djallon. Et puis bon, en sous-titre, il y a marqué Tradition en changement. Oui, c'est exact. Alors, dites-nous, on va vraiment commencer déjà par le titre. Oui. Déjà, noter aussi des passages rapidement pour nos téléspectateurs qu'il s'agit d'une thèse. Non, en fait, ce n'est pas une thèse. Alors, déjà, pour l'intituler, pourquoi le tradition en changement? Parce que dans le Fouta Djallon, les Peuls, au départ, étaient des pasteurs nomades qui étaient souvent en transhumance. Oui. Certains continuent à être nomades aujourd'hui, notamment en ce qui concerne les Wahhabis du Tchad. Oui. En ce qui concerne la Guinée, ça s'est sédentarisé depuis un certain temps, si j'ose dire. Oui. Et donc, du coup, ils se sont islamisés. Et donc, l'islam a apporté certaines choses en plus de leur pratique ancestrale Peul. Oui. Donc, moi, c'est ce que je voulais voir. Je voulais voir qu'est-ce que les Peuls du Fouta Djallon sédentaires ont sauvegardé de leur pratique ancestrale Peul et qu'est-ce que l'islam a apporté chez eux. Donc, pourquoi le veuvage féminin? C'est parce que je trouvais qu'après un décès, la veuve jouait un rôle très important pour permettre, encore une fois, à la communauté de retrouver l'harmonie, parce que la mort provoque toujours un désordre. Donc, pour rétablir l'ordre, la veuve ou les veuves, puisqu'il y a la polygamie, joue des rôles très intéressants dans ça. Et justement, le travail, il n'a pas été facile par rapport à ça. Donc, disons, la lecture de l'ouvrage nous amène dans beaucoup d'autres endroits. Il est fait référence à d'autres pratiques liées effectivement au rituel, au deuil, au veuvage. Et puis bon, comme pour toute étude, il y a des références. Votre ouvrage fourmille d'informations. Et puis aussi, on ne s'est pas empêché de se poser cette petite question. Qu'est-ce qui explique le choix donc, de la thématique? On aurait pu étudier ce groupe, enfin les Peuls en Guinée, sur tout ce qu'ils ont gardé en commun et tout ça, mais vous avez choisi, disons comme ça, d'aborder ça par le biais du veuvage, mais puis en double thématique là-dedans, si je peux me permettre, entre guillemets. Il y a le veuvage féminin, parce que c'est bien précis, il n'y a pas que les femmes qui peuvent être veuves, et il y a les hommes aussi, merci d'avoir oublié les hommes, mais surtout la question des sacrifices d'animaux. Et donc, c'est vrai que ces deux sont liés, mais ce n'est pas forcément la même chose. Oui, en fait, les deux sont liés. Il n'y a pas, alors, chez les Peuls déjà, quand ils perdent un de leurs membres, leur premier grand souci consiste à trouver un moyen d'acheter soit une vache, soit un mouton pour le sacrifice. C'est très important. Et on peut retrouver ça dans d'autres sociétés. Mais bon, je vais me limiter sur les axes que j'ai traités et les populations que j'ai ciblées. Et l'espace géographique. L'espace géographique. Parce que c'est bien précisé. Et ça, j'ai bien aimé parce que il y a même, vous l'illustrez par une carte. Oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment là, c'est Mamou.
C'est Mamou, et Mamou, Timbo. vous expliquez dans la carte, nous montre déjà la provenance avec des flèches qui montrent la provenance d'où ils viennent, les Peuls, et puis ensuite d'autres flèches plus petites, plus fines, qui montrent un peu comment les populations qui étaient là ont été repoussées. Repoussées par d'autres. Évidemment, il y a plusieurs explications. Bien entendu. Là, c'est l'axe assez, enfin, plutôt historique. Mais bon, je voulais quand même déterminer le contexte dans lequel j'ai travaillé, parce qu'en fait, pour nous, les anthropologues, on ne peut pas se permettre d'écrire un ouvrage sans aller faire des enquêtes ethnographiques et collecter nos matériaux pour plus tard analyser. C'est cette phase-là qu'on appelle la phase de conceptualisation. Oui. Alors, pourquoi le Fouta Djallon? Parce que moi-même, je suis née là-bas. Donc, ce n'est pas un choix neutre. Je suis ce qu'on appelle aujourd'hui, enfin, en France en tout cas, mon statut est assez spécifique par rapport aux autres anthropologues français africanistes. Moi, je suis une anthropologue du dedans, mais aussi du dehors. Pourquoi? Parce que je suis née, moi, à Mamou, dans le Fouta Djallon, et j'y ai vécu les 19 premières années de ma vie. J'ai toute ma famille là-bas. Et dans mon enfance, j'ai vu des choses que je n'ai pas compris comme beaucoup d'enfants. Et quand le moment était propice pour choisir un terrain, je me suis dit pourquoi pas essayer d'approfondir des choses, des pratiques que j'ai vues dans mon enfance avec un autre regard, un regard différent. Oui. Ce qui fait de moi une anthropologue d'ailleurs également, parce que j'ai été formée en France, du baccalauréat jusqu'au doctorat. Et donc, grâce à cette méthodologie, je me suis dit que j'arriverais à me distancier par rapport à mes objets d'études. Qui est nécessaire pour faire les choses. Alors, je ne sais pas si j'y arrive, mais en tout cas, je fais de mon mieux, puisque, comme vous le savez, il n'y a pas d'études exhaustives. Mais on peut essayer de faire des études plus ou moins systématiques. Tout à fait. Donc j'essaie, voilà. En tant que lecteur, enfin oui, je l'ai lu un peu très rapidement parce qu'on a eu très peu de temps. Mais oui, je l'ai lu très rapidement. Alors, mais c'est vrai que je suis tenté de dire que vous avez un peu les deux. Quand on lit, on voit, c'est-à-dire que vous êtes à la fois proche de cette culture, mais en même temps distant par rapport à la distanciation dont vous avez fait allusion. C'est-à-dire que votre ancrage, le lien, l'origine, votre origine Peul vous rapproche du sujet, du terrain, de la problématique, mais en même temps, la distanciation qui est nécessaire par rapport à prendre de la hauteur et tout ça pour le travail, vous l'avez aussi, du fait que vous avez fait vos études en France. Alors, donc, et on va continuer, on va commencer, c'est-à-dire que votre ouvrage commence donc comme ça, vous balisez un peu le terrain, d'abord en présentant donc la région, mais avant en présentant la méthodologie, les outils que vous avez utilisés, et c'est très, ça c'est le travail universitaire aussi, mais c'est vrai que on plonge déjà dans on va dire, dans le pays Peul. Et il y a quelque chose tout de suite qui attire le lecteur, qui a attiré le lecteur, l'attention du lecteur que je suis. C'est-à-dire que dans la localisation de l'espace géographique qui fait l'objet de votre travail, vous dites que c'est Mamou. Et Mamou, pas au hasard, vous expliquez dans l'ouvrage que parce que à Mamou passe donc Mamou est un peu le carrefour où tout passe pour aller en Haute-Guinée, en Moyenne-Guinée pour les autres endroits, mais aussi en forêt, etc. Alors, et puis surtout qu'à 30 km de Mamou se trouve la capitale Timbo, qui était la capitale du Fouta théocratique. Exactement. Donc ça veut dire qu'on est au cœur du Fouta. Oui, c'est exact. D'ailleurs, j'en parle pas souvent, mais je suis ici, enfin je descends d'Alpha Boubacar Bureau Bari, du côté de ma mère. Donc du coup, pour moi, symboliquement, c'est extrêmement fort que ça soit à côté de Timbo aussi. Hein. C'est aussi une façon de voir un peu qu'est-ce qui se faisait à cette époque de l'histoire. Bien entendu, j'en parle pas dans l'ouvrage parce que pour moi, il fallait dissocier les deux. Mais bon, c'est aussi ces prénotions qui
qui nous conduit à des axes comme ça, qui moi je trouve intéressant de garder. Le sujet est à la fois curieux, passionnant, veuvage féminin et sacrifice d'animaux dans le Fouta Djallon. J'avoue que très rapidement je dis ah oui, mais quand même le Fouta s'intéressait au veuvage. Voilà, vous nous invitez dans, on va dire, l'espace entre guillemets de la mort, avec tout ce qu'il y a comme rite autour. Et effectivement, d'une certaine façon, c'est un travail qui nous renvoie à nous-mêmes, qui nous renvoie à d'autres choses, même si ce n'est pas les mêmes, on va dire, les mêmes pratiques, les mêmes rituels, ça reste toujours intéressant. Allez, c'est donc l'occasion pour moi, pour ceux qui viennent seulement de se joindre à nous, nos parenthèses aujourd'hui exclusivement consacrée à l'ouvrage. Donc je cite le titre, c'est un peu long. Veuvage féminin et sacrifice d'animaux dans le Fouta Djallon. Et l'auteur Yacine Kervela Mansaré est donc avec nous sur le plateau pour en parler. Alors, donc, très rapidement, je dis, on va prendre cette précaution. J'ouvre donc la table des matières. Hein. Voilà, on va partir, il y a les remerciements, avant-propos. Et donc, je parlais de la méthode adoptée. Peut-être qu'on va vous donner la parole aussi pour dire un mot là-dessus. Mais et puis ensuite, il y a le contexte culturel et historique des Peuls en Guinée. Ça, c'est intéressant. Vous abordez un peu aussi l'arrivée des Peuls. On est, je dirais pas promené, mais on est invité justement à voir un peu. Il y a des sources, hein, que vous rapportez des sources sur l'origine des Peuls, des sources qui les fait venir, donc qui fait venir les Peuls de très loin, je veux dire comme ça. Et puis voilà. On a, pour ceux qui souhaitent, en tout cas pour ceux qui souhaitent découvrir davantage, il y a beaucoup de sources qui sont citées. Après, il y a les rappels historiques, on en parlait tout à l'heure, la localisation de l'enquête, et puis les moyens mobilisés pour le recueil des informations. Alors là, il y a quelque chose d'intéressant, parce qu'effectivement, le lecteur va découvrir... quand vous parlez des moyens mobilisés pour le recueil des informations, il y avait donc une caméra. Oui, c'est vrai. Et puis on découvre aussi que la caméra était tenue par votre mari. Ça, c'est intéressant. C'est très intéressant. Donc un mari qui est de passage, hein, ça c'était quelque chose qui m'a... Un mari qui est donc, qui est, on va dire, qui n'est pas africain. Non, qui est français, breton surtout. Qui est français, donc qui est breton. Et puis, ça a failli poser, je veux dire comme ça, un petit problème. Oui. Parce que on vous a pris, en tout cas votre équipe, vous et votre mari, on vous a pris pour des journalistes. Et puis c'était quand même délicat d'interviewer comme ça des femmes en deuil. C'est quand même pas facile. Alors, tout était expliqué clairement. Et puis, il y a même une de veuve qui, à un moment donné, dit oui, tu es un de nous. Mais voilà, en gros, voilà. C'est quand même quelque chose de... C'est à la fois douloureux, je veux dire, le deuil, mais c'est aussi, ça se côté très intime. C'est très intime. Très intime, et vous abordez ça d'ailleurs. Oui, j'aborde ça. Le lecteur va apprendre tout ça en détail, de comment ça a été mis. Même là où les veuves sont assises, je veux dire, il y a la première, c'était la deuxième épouse que vous avez eue, parce que le défunt était un polygame. C'est vrai. Et puis c'était la seconde épouse. Puis à un moment donné, la première épouse qui vient, et puis elle demande à ce qu'on parte devant sa case. Et puis, le livre aussi nous apprend effectivement qu'elles étaient sur une natte. Tout ça n'est pas du hasard, il y a des explications à tout ça. Oui, il y a plein de choses à dire. Beaucoup de choses à dire, effectivement. Alors, donc, je parlais de ces moyens parce qu'effectivement, pour vous, alors, la présence de la caméra est quelque chose, il y a une phrase que vous dites, la présence de la caméra, c'était pour enregistrer ce que vous avez vu et ce que vous avez entendu. Puisque la caméra est un outil qui a la possibilité de prendre ça. Et vous dites plus loin que c'est un peu comme figer une image dans un musée. Musique, c'est ça. C'est exactement ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, les anthropologues
Moi, j'ai des étudiants en méthodologie, en méthode ethnographique, où on parle beaucoup des outils ethnographiques. Oui. Et la caméra pose énormément de problèmes. C'est pareil aussi pour les appareils photo, hein, parce qu'on va en fait observer les gens. C'est notre métier, c'est d'aller dans leur intimité, Oui. toquer à leur Être au porte, contact. être au contact, Et donc, on n'a vivre pas avec besoin. eux. Oui. Et ce n'est pas évident la prise de contact. Donc du coup, pire encore en ce qui concerne le passage que vous venez de citer, c'est que moi, mon époux est également universitaire. Donc pour mes premières recherches, il avait le statut du caméraman. Oui. Malheureusement, vu qu'il a la peau blanche, Oui. ça ne passait pas forcément. Les gens se posaient plus de questions, hein, que si j'étais toute seule. Oui. Et donc d'ailleurs, plus tard, je faisais seule certaines enquêtes parce que je craignais d'avoir des refus juste parce qu'ils seraient présents pour prendre des photos et des caméras. Et d'ailleurs, mais il y a quelque chose d'intéressant aussi au passage à signaler très rapidement pour les téléspectateurs, c'est qu'à un moment donné, votre époux va donc parler poulard. Poulard, oui. Et ça va détendre l'atmosphère. Oui. Et d'ailleurs, j'espère qu'il regardera cette émission et qu'il continuera à pratiquer le poulard. Oui. Mais oui, ça plaît beaucoup quand, quelles que soient les sociétés d'ailleurs, quand on vient chez les gens et qu'on maîtrise leur langue, oui. ça détend l'atmosphère, ça rapproche. Oui. Et en anthropologie d'ailleurs, apprendre la langue de ces informateurs est obligatoire pour avoir des matériaux et pouvoir tout analyser dans les détails. Il faut parler la langue de l'altérité. Tout à fait. Ouais. Veuvage féminin et sacrifice d'animaux dans le Fouta Djallon. On en profite pour faire un coucou à tous nos téléspectateurs au Fouta et partout. Alors, après donc, les moyens mobilisés pour les recueils des informations, vous expliquez tout ça. Et donc, on aborde la première partie qui porte sur le veuvage féminin. Encore une fois, il n'y a pas les hommes. Alors, le veuvage féminin, et puis il y a un préambule sur le genre, parce qu'effectivement, aussi dans votre ouvrage, c'est l'occasion de dire, il y a le fait que vous notez que les femmes sont un tout petit peu mises à l'écart, en tout cas, et puis qu'il y a même un auteur que vous citez qui signale que, bon, en général, la question du genre, vous l'avez posée parce qu'effectivement, et ça c'est intéressant dans votre travail, vous ressortez le fait que, généralement, même pour le travail d'ethnologue, à cette époque, il y avait, les hommes étaient les plus nombreux à le faire, il y avait très peu de femmes, et puis que certaines considérations amenaient à penser que les femmes n'étaient pas, même pour les enquêtes sur le terrain, les femmes n'étaient pas enclines à donner des informations, à renseigner. Les hommes étaient plus aptes, les hommes savaient plus. Ouais. Bon, vous savez, la question liée au genre masculin-féminin, bon, quel que soit, encore une fois, là, je peux me permettre, c'est que je ne me permets jamais de généraliser un peu, c'est que dans beaucoup de sociétés, encore aujourd'hui, il y a des inégalités entre les hommes et les femmes, et dans les métiers également. Si je prends l'exemple de la France, il y a des inégalités salariales, donc, tout à fait. Et ça, on peut retrouver ailleurs. Alors déjà, pour rebondir sur l'intitulé, c'est pas parce que je ne voulais pas parler en fait des veuvages masculins, c'est qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de ritualité imposée aux veufs. Et ça m'a vraiment déroutée quand je l'ai su sur le terrain. Parce que j'ai fait plusieurs régions, plusieurs villages pour trouver enfin des hommes qui pouvaient me raconter leur ritualité après le décès de leur femme. Je n'en ai trouvé qu'un seul qui m'a dit rapidement que lui, il a fait un rituel qui a duré 3 jours. C'est-à-dire, il s'est vêtu, il a mis son boubou à l'envers et il marchait pendant ces 3 jours sans chaussures. Et c'est la seule chose qu'on lui imposait de faire.
Et la troisième chose qu'il a rajoutée, c'est qu'il devait se purifier quand même. C'est qu'on appelle en poulard le longal, c'est une forme d'ablution qu'il devait faire. Donc, de ce fait, je me suis dit, ben, je ne peux pas parler de veuvage seulement, puisqu'il n'y en a pas chez les hommes, Peuls en tout cas, je me limite encore chez les Peuls. Oui. Alors, et c'est vrai aussi que, moi je dis ça pour taquiner, mais je veux dire, c'est chez le veuvage, au niveau du veuvage féminin qu'il y a des ritualités imposées, mais c'est parce que aussi, ça peut s'expliquer par beaucoup de choses. Je veux dire, on je sors pas de votre étude, mais la femme est au cœur de plein de choses. Je dis, il y a les questions que vous abordez, on va en parler. Et c'est la question le veuvage est, dans certains endroits aussi considéré comme un moment où on met la femme aussi un peu à l'abri pour savoir s'il y avait une grossesse au moment où ça permet de cadrer pour savoir qui est qui, les questions de succession par rapport à ça. Il y a beaucoup de choses. Hein, la femme considérée comme mise à l'écart, mais c'est paradoxal parce que c'est elle-même qui est au cœur de tout le processus social, en quelque sorte. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, c'est exact. C'est ce que j'ai voulu montrer par là parce que, comme vu que vous l'avez lu, il y a énormément d'étapes qu'elle doit accomplir au risque de se faire exclure par la communauté. Et puis après le veuvage, d'ailleurs, beaucoup de femmes aujourd'hui n'acceptent plus le remariage après leur veuvage parce que pour elles ont subi déjà une forme de calvaire et elles ne veulent pas recommencer un autre veuvage. Et certaines même se modernisent en refusant ce qu'on appelle le lévirac, dont j'ai abordé. Oui, tout à fait. Oui. Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est intéressant votre ouvrage parce qu'effectivement, on vit dans nos sociétés, donc on sait que il y a tous ces rituels et tout, mais votre étude nous plonge dans cette réalité et on s'aperçoit, on dit ah oui, mais c'est vrai parce que voilà, le lecteur en tout cas, je veux dire ah oui, jusqu'à ce point parce que c'est quand même ça peut même être un peu lourd tout ça, parce que il y a déjà une perte énorme et puis il y a tous ces rituels. Je ne dis pas que c'est mauvais, loin s'en faut, mais je dis c'est une réalité qu'on ne perçoit pas quand on ne vit pas ça directement, je veux dire, alors que même la société à laquelle j'appartiens, il y a aussi le veuvage avec tous les rituels, quoi, je veux dire. Voilà, donc, mais alors, et puis, vous abordez, et ça c'est très intéressant, parce que je dis, il y a le défunt. Parler du défunt, là on est dans la première partie, le veuvage féminin, on parle du défunt, on parle de l'annonce, il y a l'annonce du décès, avec énormément de choses à découvrir. Encore une fois, des choses qu'on ne... Je veux dire, l'étude nous renvoie à la réalité où on touche du doigt ce que c'est pas souvent à côté de nous et c'est impressionnant. Les lamentations publiques, les soins du corps, le chant d'imploration. Et là même aussi, vous faites la différence entre chant d'imploration et chant d'incantation. Et ça, c'est intéressant. L'inhumation. Mais avant d'arriver là, parce que c'est intéressant, l'annonce du décès, par exemple. Alors, on ne pourra pas aborder tout, mais l'annonce du décès, on va apprendre dans votre ouvrage que, en fonction des sociétés, en tout cas, c'est des cris dans une case. Et des lamentations, et qui vont être les premiers éléments qui vont informer les membres de la famille, le voisinage ou même des personnes, des passants, par exemple. Exactement, et c'est attendu. Et là encore, la veuve joue vraiment un rôle très important, puisqu'elle est regardée par toute la communauté, la famille. Tout le monde la regarde pour savoir si elle est triste, parce qu'elle porte en elle le malheur. Et dans d'autres sociétés, si je sors un peu du Fouta Djallon, au Cameroun, c'est la même chose. Elles sont observées. Et d'ailleurs, là-bas, les rites de veuvage commencent à être interdits parce que ça nuit énormément aux femmes. Et c'est extrêmement déshumanisant pour les femmes là-bas, puisqu'on leur rase même les cheveux.